bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume. Salut Jean-Paul. Comment vas-tu ? Très bien. Ah bah écoute, super. Bah, écoute, Bonjour à tout le monde. c'est une première pour Dimo. Nous avions pour habitude les années précédentes de faire des forums. L'année dernière, nous avions réalisé 6 forums, les fameux forums Dimo qui avaient réuni plus de 2000 personnes en physique. Malheureusement, cette année, on a dû annuler pour les raisons que tu connais. En effet, avec la Covid, on a dû rebondir. D'ailleurs, le rebond est rebondir en physique digital, ou en digital. En tout cas, on a fait ce plateau TV au sein de Dimo. Et on rebondit en espérant que ça sera toujours aussi passionnant et que dès qu'on pourra refaire du physique, on le refera bien sûr. Et donc, le rebond que nous avons fait avec agilité, étant sur le thème d'ailleurs de la journée du rebond commercial. Alors le rebond commercial, il est vrai que pendant cette période de confinement, on a dû s'adapter tous autant qu'on est et on a dû utiliser les solutions notamment que nous avons en place de CRM. CRM, Guillaume, activité que nous avons depuis 1996 au sein de Dimo, à travers plusieurs solutions. Alors en effet, une solution que nous éditons, qui est Yellowbox, que vous aurez le plaisir de découvrir, et une autre que nous intégrons, qui est Salesforce, pour les dossiers plus internationaux, plus importants. Alors, généralement, on a pour habitude de dire, chez Dimo, on boit notre propre champagne. En clair, on utilise les solutions qu'on prescrit à nos clients. Et la période de Covid a été une période intense d'utilisation du digital. En effet, pendant cette période de confinement, on a dû s'adapter. On a dû faire preuve d'innovation, de nouveaux outils. Et vous verrez d'ailleurs avec les partenaires qui sont aujourd'hui avec nous sur cette journée, qu'on a su construire de nouvelles façons de faire et qui ont été relativement efficaces. En effet, pendant les 4 premiers mois de mars à fin juin, on a été très en retard sur nos prises de commandes. À peu près 40% de retard. À peu près 40%. Et bien, sur le mois de juillet, on a rattrapé quasiment tout le retard que nous avions pris pendant ces 4 premiers mois. Donc on s'est dit, c'est efficace, on peut peut-être en profiter pour partager avec nos clients, futurs clients. Alors, on parle d'outils, mais on parle aussi de formation. Cette période a été intense pour les 70 commerciaux de Dimo Software, intense en utilisation de solutions, intense en formation, pour être affûté et être capable de servir les attentes de nos clients. Vous serez autour de 200 à participer à cette journée. N'hésitez pas, il faut qu'elle soit interactive. Donc, si vous avez des questions, faire du chat, des questions que vous pouvez avoir, l'ensemble des personnes qui participent ici se feront un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous questionner. Donc, nous passons directement au plateau et nous remercions nos partenaires. Très belle journée à tous. Merci Guillaume, merci Jean-Paul. Alors nous allons effectivement démarrer cette première thématique de la journée, thématique autour de la prospection. Nous avons réuni 3 experts et moi-même pour évoquer ce sujet. Alors on va évidemment tout de suite, c'est un thème évidemment extrêmement important, la prospection, dans ce contexte-là, mais c'est toujours une problématique qu'ont beaucoup d'entreprises, rechercher activement de nouveaux clients. On fait un petit tour non pas de table, mais un tour de présentation de chacun. Allez, un petit mot qui commence. Thomas, peut-être ? Je vais commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je représente la société Corporama. Corporama qui est éditeur d'une solution d'intelligence commerciale. Le terme peut sembler un peu flou. En gros, c'est une base d'information société dynamique qui permet d'identifier les sociétés et prioriser les sociétés à démarcher. Savoir quel contact démarcher dans la société et surtout sur quel sujet. Voilà, c'est ce qu'on l'on fait autour d'une solution qui fonctionne en SaaS. Merci Thomas. Bonjour à tout le monde. Alors merci d'abord à Dimo Software de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Louis Barbeau, je suis le directeur général et le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Nomination, qui existe depuis 18 ans et dont le sujet est d'aider les commerciaux et le marketing à gagner en performance autour d'une data extrêmement qualifiée sur les individus, les contacts, les décideurs et les entreprises. Et ça se traduit par des produits en mode SaaS ou des produits connectés aux outils CRM. On en reparlera tout à l'heure. Merci Louis. Benoît Sossereau ? Alors, Benoît Sossereau, bonjour à tous. En tout cas, bienvenue à cette journée et on va passer pas mal de choses intéressantes pour vous.
Mon activité, c'est de former et d'accompagner les commerciaux, notamment sur des démarches de prospection et de vente. Et on fait ça au travers d'un programme et de prestations d'accompagnement. Voilà. Merci Benoît. Et donc en ce qui me concerne, donc Expert Performance, fondateur, j'accompagne les entreprises dans leur développement commercial depuis maintenant près de 25 ans sur des activités liées au recrutement et la formation de commerciaux, l'audit commercial jusqu'à la mise en place de plans d'action. Voilà, commercial. On est sur le sujet. Tout de suite, on va évidemment rentrer dans le vif du sujet sur le contexte actuel, avec évidemment un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre. Bien sûr, peut-on prospecter? Doit-on prospecter? Et puis surtout, on va faire un tour d'horizon très précis avec des actions concrètes sur comment, bien sûr, prospecter. On démarre sur première, évidemment, question. Je vais me tourner vers qui veut démarrer, peut-être Louis, sur peut-on prospecter, doit-on prospecter dans cette période si particulière qui est la nôtre? La réponse est oui, bien entendu, plus que jamais. Je dirais que depuis quasiment 20 ans que Nomination opère sur le marché, on voit bien que la difficulté à prospecter ne fait que augmenter. Donc aujourd'hui, la Covid, c'est une difficulté de plus qu'il est nécessaire de gérer naturellement, mais la vie continue. Nos entreprises ont besoin de continuer à faire du chiffre d'affaires. Nous avons besoin de continuer à entretenir des discussions avec nos clients et nos prospects, même si ça ne se traduit pas immédiatement par des projets, du chiffre d'affaires. Mais nous devons continuer à garder le lien avec nos clients et nos prospects, continuer à les stimuler sur des bonnes pratiques à mettre en place dans leurs entreprises. Donc, bien entendu, oui, 1000 fois oui, et plus que jamais, nous devons continuer à avoir ce lien et ces échanges. Merci Louis. Donc, on peut, même en temps de crise, prospecter, évidemment. Thomas, votre avis? Oui, même constat. Je dirais, j'ajouterais que on peut prospecter, on doit prospecter, bien évidemment. Simplement peut-être s'adapter et travailler les cibles différemment. Aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est défavorable pour certains et qui est favorable pour d'autres. Là, à nous, dans notre marché, dans l'écosystème dans lequel on évolue, d'aller évaluer ceux pour qui la conjoncture est plutôt favorable et ceux avec lesquels on va pouvoir travailler. On parlera bien sûr de ciblage tout à l'heure. Voilà. Effectivement, sujet pertinent. Benoît? Alors, sur cette question, je ne vais pas faire dans l'originalité. La réponse est encore une fois oui. Beaucoup d'entreprises ont vu ou se sont rendues compte que finalement, elles ne maîtrisaient pas forcément cette partie-là ou que quelque part, elles avaient jusque-là, elles survivaient ou elles vivaient en tout cas avec la recommandation, les recommandations clients, ce genre de choses, qui faisait que elles n'avaient pas tellement besoin de prospecter ou elles ne s'étaient pas rendues compte qu'il y avait cette nécessité. Et en perdant du chiffre d'affaires, on se rend compte que le commerce, c'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose dans lequel il faut être actif. Et la prospection, c'est être actif d'un point de vue commercial. Donc, la réponse, encore une fois, oui. Ok, merci Benoît. Alors, alors, moi je ne suis pas normand, mais je vais vous faire une réponse oui et non. Je dirais non. C'est pas nécessaire de prospecter si vous êtes débordé de chiffre d'affaires, débordé de clients, assailli de part et d'autre de demandes. Il y a des clients qui sont dans cette situation qui évidemment sont moins enclins à se précipiter sur des actions de prospection. Elles sont assez rares. Mais oui, d'une façon générale, évidemment, la plupart des entreprises ont besoin de prospecter, ne serait-ce que parce que chaque année, nous perdons des clients, malgré tout ce qu'on peut faire. Donc, il faut au moins compenser cette perte. Et puis, bien sûr, si on veut se développer, il faut évidemment aller chercher de nouveaux clients. Juste aussi évidemment, aussi une question importante, qui prospecter? On peut prospecter, évidemment, chez ses clients. Et c'est ce qu'on appelle évidemment la vente additionnelle, développer des produits, des prestations complémentaires chez ses clients. C'est la première cible assez évidente, il ne faut pas l'oublier. La deuxième cible, ce sont les anciens clients, les clients perdus. Il s'agit de reconquérir. Donc c'est une forme de prospection tournée vers les anciens clients, en reconquête. Et bien sûr, après, il reste la troisième catégorie, les prospects qu'on ne connaît pas ou avec lesquels nous n'avons jamais travaillé, collaboré. Et là, on est dans une démarche de prospection pure et dure.
Voilà, alors on va avancer sur maintenant sur le comment prospecter. On va évidemment, pour la prospection, avoir besoin d'outils, mais pas que, aussi de méthodes et techniques, on va en parler. Dans les outils aujourd'hui incontournables pour dynamiser la prospection, Guillaume et évidemment Dimo Software nous ont parlé de CRM, mais essentiel pour prospecter. En tout cas, prospecter un certain nombre de clients. Si on a 10 clients, c'est pas forcément nécessaire, mais au-delà, oui. On va parler de bases de données et d'informations qualifiées. On va même parler d'un concept, notamment Thomas et Louis détailleront tout à l'heure ce qu'on appelle les signaux d'affaires pour guider notre prospection. Ça, c'est déterminant. On va tout de suite démarrer avec aussi Benoît qui va nous parler de LinkedIn en termes d'outils de prospection. Et puis bien sûr, incontournable, évidemment, il faudra un moment être aussi extrêmement bon au téléphone pour concrétiser cette prise de rendez-vous. Et puis aussi bon en face à face, en prospection, pour bien mener évidemment à terme les entretiens en prospection. Voilà, on va caler, c'est un peu l'objectif de cette conférence, une organisation, un process de prospection. Benoît, alors la prospection sur LinkedIn qui intéresse énormément de monde. Alors, est-ce que c'est déjà un bon outil pour prospecter ? Alors, il y a une réponse assez simple à cette question. Est-ce que c'est un bon outil pour prospecter ? De manière générale, en prospection, la question qu'on se pose toujours, c'est où sont mes prospects ? Et si la réponse est à tel endroit, a priori, ça peut être intéressant d'y aller. Et il se trouve que sur LinkedIn, des prospects, il y en a un sacré paquet. Je crois qu'en France, on doit être à 20 millions d'utilisateurs. C'est le réseau social qui a les utilisateurs qui ont le plus de pouvoir d'achat, donc a priori qui sont le plus à des positions décisionnaires. Donc la réponse, a priori, ouais, c'est plutôt oui. Franchement, oui même. Est-ce que c'est un bon outil pour prospecter ? Déjà, les prospects y sont. C'est déjà plutôt un bon point. Alors, c'est un bon point de départ. Par contre, il faut trouver la bonne manière de les approcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus ? Effectivement, avec ce qui s'est passé, avec le fait qu'on n'arrive plus à joindre les interlocuteurs, que quand tout le monde est en télétravail, on a beau appeler le standard, de toute façon, il n'y a personne qui est à l'entreprise. Donc forcément, il faut arriver à trouver des moyens de contacter les personnes. Et il se trouve que LinkedIn a été très très utilisé durant cette période, voire même peut-être pour certains un peu beaucoup, et peut-être certains peuvent avoir l'impression en tant que décideur de s'être fait énormément démarcher, de recevoir des pitchs voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse, dans tous les sens. Bon, dans les conditions et les clés du succès, on va dire que c'est pas l'approche la plus idéale. Généralement, on commence par ça, mais c'est pas vraiment le plus idéal. Parce que l'enjeu critique sur la prospection sur LinkedIn, c'est de faire en sorte que les gens répondent. Pas tant qu'on envoie et qu'on sollicite, mais que les personnes répondent. Parce qu'en soi, solliciter, c'est très facile. C'est comme d'ailleurs prospecter par téléphone, il y a juste à décrocher son téléphone, composer des numéros. Et faire en sorte que les gens répondent et favorablement, là, c'est un autre enjeu. Donc, dans les conditions du succès, c'est de faire en sorte qu'on arrive à créer suffisamment de confiance dans un contexte dans lequel on a beaucoup de défiance pour faire en sorte que ces décideurs, quand on engage la conversation avec eux, eh bien, ils répondent. Alors, peut-être que je peux donner quelques éléments concrets de comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Oui. Et puis, évidemment, pour ceux qui s'y intéressent ou ceux qui veulent optimiser, alors j'imagine qu'il faut évidemment avoir à la fois un profil adapté et faire et mener un certain nombre d'actions. Tu vas pouvoir peut-être le détailler, notamment en termes de production de contenu. Alors, souvent, ce qu'on voit, et LinkedIn est abordé par beaucoup d'entreprises comme un outil marketing, et c'est plus le marketing qui chapeaute cette partie-là. C'est peut-être une bonne chose, et à la fois pas forcément tant que ça une bonne chose, parce que c'est surtout les commerciaux qui doivent se l'approprier, parce que c'est eux qui sont en contact des clients. Et ça veut dire que quand ils se l'approprient, ça veut dire qu'il faut qu'ils se l'approprient entièrement, pas à moitié, mais entièrement. Et se l'approprier entièrement, ça veut dire vraiment prendre possession de son profil, c'est-à-dire centrer son profil vis-à-vis de celui qui va le lire et qui nous intéresse de toucher, donc en l'occurrence le prospect. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir faire un listing de ses produits ou services ou ce genre de choses, parce que pour ouvrir la conversation, c'est pas l'idéal. Quand on parle de nos produits ou services, on génère de l'objection. Si on veut engager la conversation, c'est mal barré. Donc déjà, la première des conditions, c'est de pas forcément parler de ses produits ou services tout de suite, mais d'être plus dans une logique de réseautage, comme on pourrait l'avoir en réseautage classique. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et quand on va
engager les gens par message privé, envoyer des invitations, ce genre de choses, et on reste dans cette logique réseautage. Maintenant, l'enjeu critique pour s'assurer qu'il y ait un maximum de personnes qui répondent, ça va être le contenu. Et c'est là où, en fait, est l'utilité fondamentale des posts. L'utilité des posts, c'est pas de dire, voilà, on fait ça, passez commande chez nous, mais plus de créer un lien notamment émotionnel, avec les personnes qui sont dans notre réseau et qui vont voir nos publications, qui va faire que, après tout, je risque pas grand-chose à engager la conversation avec cette personne. Donc ça, c'est dans les conditions ou les clés de succès, ça c'est plutôt pas mal déjà si on fait ça, quoi. Et si on rentre un peu dans le détail des messages ou des contenus qu'on doit envoyer pour réussir ces démarches de prospection, donc sont plutôt des contenus tournés vers le client, vers les attentes possibles, sur les problématiques possibles Alors des clients. on peut faire ce genre de contenu. L'inconvénient, c'est qu'en fait, ce genre de contenus vont souvent générer très peu d'interactions. Et si on veut que nos publications soient vues, si on parle vraiment de publications, il faut générer des contenus qui vont générer des réactions et qui vont faire que les gens ils vont vouloir commenter, ils vont vouloir liker cette publication. Ça paraît basique, mais si on n'a pas ça, d'autant plus avec les changements d'algorithme qu'il y a eu récemment, nos publications vont faire très très peu de vues. Et donc finalement, elles ne vont pas remplir le rôle qu'elles sont censées remplir. Donc ça veut dire que pour qu'on ait des réactions, c'est simple, il faut qu'il y ait un bénéfice pour celui qui va réagir, un bénéfice social ou un bénéfice émotionnel. Donc si on va partager par exemple des histoires personnelles, eh bien en retour, les gens risquent d'avoir envie de partager leur histoire personnelle. Et donc ils ont un bénéfice social et émotionnel à le faire. Et donc là, on va générer plus de réactions qu'on ne pourrait le faire autrement. Donc ça, c'est un des premiers points. Et sur les messages, en dire le moins possible. Quand on est en train de discuter avec quelqu'un, et le plus rapidement possible, passer au téléphone. Parce que la condition clé du succès de la prospection sur LinkedIn, c'est pas de vendre via LinkedIn, c'est pas de faire avouer que la personne elle a un problème et que là, il faut absolument qu'elle trouve une solution. Il faut avoir un minimum de pudeur. La personne en face, elle ne nous connaît pas, on vient juste de discuter par message. On n'a qu'une portion faible du champ de communication, donc il faut passer le plus vite possible au téléphone. Ça, c'est effectivement, il ne faut pas perdre de vue cet objectif Ouais. important qui n'est qu'une passerelle pour effectivement entamer C'est ça. un entretien téléphonique et après un entretien de face à face, Mm. dès qu'on peut, évidemment. Est-ce que tu peux, Benoît, peut-être nous donner un exemple concret de situation client que tu as travaillé particulièrement et qui a évidemment produit des résultats J'ai un exemple en tête sur. Alors, moi, j'avais fait une publication en disant, voilà, ceux qui veulent s'entraider ou développer leur réseau, commentez cette publication, likez cette publication. Et dans le lot, j'ai eu un certain nombre de personnes qui me suivaient, qui se sont mis à faire ça. Et dans ces personnes-là, j'ai notamment un client en tête qui, lui, en a profité pour du coup demander en relation toutes les personnes qui avaient réagi à la publication, les prendre au téléphone. Et en fait, il s'est retrouvé à discuter avec une boîte qui est exactement ce qu'il lui faut dans le secteur de l'usinage. Et il a pu discuter directement avec le patron. Et probablement que s'il avait voulu le faire autrement, ça aurait été très compliqué. Alors que là, c'était d'une facilité déconcertante parce qu'il avait un très bon prétexte pour prendre contact avec la personne. Voilà, je vous contacte parce que Benoît a proposé un truc sur un poste, donc je vous contacte. La personne, oui, oui, pourquoi pas, vous avez votre numéro, oui, ok, tac, paf. Il avait le numéro de portable, il a pu appeler. Et après, bien évidemment, c'est là où se joue vraiment le truc où il faut être bon au téléphone, mais on a le numéro de portable du décideur. Et c'est vraiment là où, en fait, il faut mettre LinkedIn, pas lui en demander plus, avoir les coordonnées directes, et après, on passe au téléphone. Ok. Merci, Benoît, sur cette partie, effectivement, LinkedIn. On verra si, évidemment, il y a des questions pour prolonger. On pourra évidemment prolonger en dehors de cette conférence. Évidemment, les coordonnées de Benoît et de nous tous seront évidemment disponibles pour poursuivre. Alors, on passe maintenant aux outils qui facilitent clairement aussi la prospection, mais LinkedIn aussi en est un. Évidemment, on se pose la question fondamentale quand on prospecte d'avoir une base de données qualifiée si possible. On parlait tout à l'heure de comment cibler aussi, bien sûr, ces prospects. C'est évidemment important. De quelles informations j'ai besoin. Peut-être certaines informations que je vais d'ailleurs aller qualifier moi-même par téléphone, souvent, il y a besoin de compléter, forcément. Et puis on va parler des signaux d'affaires, parce que ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
Alors, messieurs, Thomas et Louis, A-t-on besoin d'une base de données oui, qualifiée? c'est ça. C'est ce ça qu'on a la besoin. première question. Évidemment, la réponse est dans la question. Merci de l'avoir Oui, posé. bien entendu. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'aujourd'hui, le sujet numéro un des directions commerciales, et j'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter là aujourd'hui, c'est comment je fais monter mon équipe en performance. Je ne vais pas avoir de commerciaux en plus. Mon patron vient de me fixer des nouveaux objectifs, c'est plus 15 cette année, dans le meilleur des cas. Et donc, mon seul enjeu, c'est comment je fais gagner en performance, monter en performance mon équipe. Et c'est la même chose d'ailleurs au marketing. Le marketing, il doit générer de plus en plus de leads et de plus en plus qualifiés si possible. Donc là encore, on parle de quoi? On parle de performance. Donc la performance, elle s'appuie sur quelque chose qui va vous apporter de la valeur ajoutée et donc de la donnée transformée et donc qualifiée. 30% du temps des commerciaux, dans le meilleur des cas, est dépensé à qualifier l'information. Donc il y a un réservoir de temps disponible très très important. Et si on leur apporte quelque chose qui leur permet de s'affranchir de ces tâches qui sont chronophages et qu'ils n'aiment pas faire, soyons très clairs, eh bien, sans avoir fait Polytechnique, je n'ai pas fait Polytechnique, je m'en excuse, avec une petite règle de 3, on peut éventuellement avoir une idée du chiffre d'affaires additionnel que ces dames et ces messieurs peuvent générer assez rapidement. Il y a quelque chose également qu'on ne maîtrise pas suffisamment, dont on ne parle pas suffisamment, c'est le fait d'équiper ces forces commerciales va permettre de travailler dans de meilleures conditions et donc de les fidéliser un petit peu plus quand la pénibilité est un peu moins forte dans la réalisation de ces tâches quotidiennes. C'est aussi pris en compte quand il s'agit de remettre en cause ou pas son employeur. C'est un outil pour motiver les commerciaux à prospecter, et on sait que c'est un gros sujet, ça, qu'ont les directions commerciales. C'est ça. Thomas. Oui, je dirais à cette question-là, a-t-on besoin d'une base de données qualifiée? Oui, mais c'est quoi une base de données qualifiée? Le CRM est une base de données qualifiée. LinkedIn avant, c'est une base de données qualifiée. Facebook aussi. Et quelle base de données? Je dirais, à la réponse, cette réponse-là, c'est plutôt il faut au moins 2 bases de données qualifiées, c'est-à-dire le CRM et ensuite une base de données complémentaire, voire 2 bases de données complémentaires, puisqu'on peut avoir des équipes qui travaillent des marchés qui sont complètement différents, des équipes qui sont sur des cibles TPE, mid-market, et puis des équipes qui sont sur les grands comptes. Donc ça, c'est important, c'est vraiment bien visualiser les choses comme ça au moment de s'équiper d'une base de données, de cette base de données. La réponse est oui, il y a beaucoup de profits à en tirer, comme l'exposait Louis, notamment en termes de gain de temps. Donc le ROI est très très rapide, il est grosso modo de 5 euros économisés pour 1 euro investi. Ce que je voulais dire, c'est que... Pardon, j'ai perdu le fil. Juste pour... je te laisse le temps de... Ouais. Alors, sur le CRM, c'est un réceptacle Voilà, d'informations, exactement. pas nécessairement une Ouais. base de données qualifiée. Ouais. À l'intérieur d'un CRM, il peut y avoir des informations qu'il faut qualifier ou des informations Ouais. que Effectivement. les structures, Corporama ou Nomination, pour ne pas les citer évidemment, peuvent apporter et enrichir évidemment son CRM Voilà. et donc les actions Voilà. commerciales de prospection. Voilà, donc la première des bases de données qualifiées, effectivement, donc c'est plutôt le CRM. Et là, c'est très important d'avoir des données à jour dans le CRM. Donc, il faut d'abord, avant toute chose, mettre à jour ces données, faire de l'enrichissement, du sirénage, du sirétage, pour savoir déjà qui sont nos clients, et ensuite avoir une idée de quelle société aller prospecter en complément. Quand on fait, quand on commence à travailler avec un client, c'est souvent l'occasion d'auditer un peu la base de données qu'il y a derrière son CRM. Voilà. Et là, on constate l'étendue des dégâts, à la fois en termes de qualité, véracité des contacts, et puis aussi en termes de, je dirais, du nombre de décideurs nécessaires pour traiter tout le cycle de décision. On est aujourd'hui sur des ventes complexes, quel que soit notre métier. Il faut engager 5-6 décideurs. Donc, si on ne les a pas dans le CRM, évidemment, on a des difficultés à mener à bien sa vente, à la fois d'un point de vue one-to-one commerce, et puis aussi d'un point de vue
one to few, marketing. Si le DRH fait partie du cycle de vente, mais n'est pas forcément le décideur sur le produit ou le service que l'on vend, il faut que le marketing puisse l'avoir engagé dans des actions de façon à lui avoir démontré la valeur de la solution ou du service sur ces enjeux qui lui sont propres de DRH. Juste Louis, en résumé, quelles sont les informations commerciales? Alors évidemment, la réponse est aussi, ça dépend de certain nombre de métiers, mais quelles sont les informations commerciales importantes, peut-être commerciales et financières, qu'il faut avoir ou qu'il faut obtenir quand on prospecte? Alors, qu'il faut obtenir ou dont on a besoin pour commencer la prospection, Oui. c'est deux choses un peu différentes. Dont on a besoin pour commencer la prospection, on va en reparler peut-être dans le point suivant. Ce sont ces fameux signaux d'affaires qui sont généralement annonciateurs de business et sur laquelle il faut se positionner, qui permet de rationaliser sa prospection et d'aller tout de suite là où il y a suspicion de business. Donc là, on est toujours dans la performance. Naturellement, les informations dont on a besoin, c'est des informations de coordonnées. On gagne un temps infini à ne pas passer par le standard, comme disait Benoît tout à l'heure. Donc si on a des lignes directes, si on a le petit nom de l'assistante, si on a une adresse mail, tout ça fait gagner du temps. Et puis derrière, bien entendu, l'organisation de l'entreprise en termes de qui fait quoi et dans l'organisation est quelque chose de très important aussi pour construire ses relations avec l'ensemble des gens qui participent au cycle de vente. Donc effectivement, avoir bien sûr les contacts, qualifier le nom des contacts, les maximums de coordonnées, y compris ligne directe, pourquoi pas le portable ou l'email personnel. L'activité évidemment de l'entreprise, l'environnement, le marché dans lequel évolue, bien sûr le chiffre d'affaires effectif, qui sont quand même des éléments importants, voire de croissance ou de décroissance. Oui, comment Corporama alors peut nous aider? Alors du coup, je dirais que ça c'est des sujets, mais c'est un peu à la fin. C'est-à-dire c'est au moment où on enclenche la relation commerciale. Il y a un sujet qui est très important, c'est le ciblage, qui est souvent sous-estimé. Pourquoi? Parce que là-dedans, c'est bien d'avoir l'information de tel contact, sur tel contact, les emails, comment contacter. C'est en amont avoir fait un travail de qualification dans le ciblage, notamment sur les enjeux financiers, c'est-à-dire quelle société allait travailler. Aujourd'hui, il y a hélas beaucoup de sociétés qui vont mal et qui vont aller mal là, dans les prochains mois, je le regrette. Simplement, il y a une chose qu'on m'a appris en commercial quand j'ai démarré dans le travail temporaire, un client est gagné une fois qu'il a payé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est éviter d'aller démarcher des sociétés et de lancer vos commerciaux sur des sociétés avec lesquelles de toute façon vous ne travaillerez pas, parce qu'il y a trop de risques d'impayés. Donc, tout ça, en fait, ça va se passer dans le ciblage. Et puis, du coup, j'embraye un peu sur le sujet ciblage dont on devait parler aujourd'hui. La première des richesses pour le ciblage, c'est votre base client. Votre base client, comme le disait Yann, évidemment, on peut aller vendre à nos clients, faire de la vente additionnelle. Dans l'assurance, j'aime bien ce terme, il parle de saturation. On va aller saturer le client, on va aller l'équiper, on va gagner de la part de marché. On est un client qu'on équipe à 20%, est-ce qu'il est vraiment client ou est-ce qu'il est prospect? Il est un peu prospect, il est prospect à 80%. Donc on va aller essayer d'aller saturer les clients. Donc dans le ciblage déjà, sur un sujet comme le rebond commercial, déjà, travaillons bien les clients. Ensuite, les clients, c'est une grande richesse. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous dire quelle société allait travailler en termes de prospection. Nous, aujourd'hui, on édite une solution et le vrai plaisir qu'on a, c'est de voir les machines qui nous simplifient grandement le travail, notamment en termes d'analyse de parc client, de base client, c'est-à-dire que vous donnez aux machines, pour simplifier, les clients que vous avez envie de dupliquer, elle va vous dire quel prospect aller voir. Et les prioriser, et va permettre aussi également de vous dire quel prospect aller travailler et à quel moment. Et là, on en revient aux signaux d'affaires et ça, on en reparlera après. On va tout de suite en parler, effectivement. À la fois cibler les bonnes entreprises aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus important en période de crise où, effectivement, certaines vont bien et certaines un petit peu moins bien. Alors, cette notion de signaux d'affaires, je ne sais pas si tout le monde est bien familiarisé avec ça. Comment on peut présenter et quels sont les avantages de ces signaux d'affaires pour la prospection? Là encore, c'est de prioriser son effort commercial
là où il y a suspicion de business. Donc, les signaux d'affaires, ça peut être une foultitude d'actualités, en réalité. Hein. Ça peut être la prise de poste. Chez Nomination, c'est un peu la colonne vertébrale de l'histoire. Un décideur qui arrive va nécessairement remettre en cause tout ce qui a été fait par le passé par son prédécesseur. Il a besoin d'apporter de la nouveauté pour justifier sa prise de poste, et puis il est là pour ça. Donc, c'est pas nécessairement que l'ensemble des projets vont s'enclencher, mais c'est un bon prétexte pour enclencher une discussion et apporter des idées à quelqu'un qui va avoir besoin d'en mettre en place. C'est aussi, si un décideur arrive chez un de vos clients, un signal fort pour aller effectivement redémontrer au nouveau décideur que ce qui a été mis en place avec son prédécesseur était pas tout à fait fou et qu'il faut le garder. Hein, voilà. Juste, Louis, il y a donc la nomination, l'arrivée de quelqu'un et l'arrivée d'un poste est évidemment déterminant. Y a-t-il d'autres? Il y en a beaucoup. Une entreprise qui se développe à l'international, une entreprise qui lance un nouveau produit, une entreprise qui recrute massivement du personnel, une entreprise qui lève des fonds, avoir besoin peut-être de se structurer, c'est pas fou. Donc des signaux comme ça, nous on en surveille une vingtaine de catégories, et chaque utilisateur va faire son choix dans les signaux qu'il estime être performants pour son propre besoin. Ok. Ouais, Thomas. Dans la question, les signaux d'affaires les plus pertinents et ceux qui intéressent le plus. Je ne sais pas chez vous, mais il y en a quand même. Il y a 3 stars qui sont quand même le changement de dirigeant, la nomination de direction opérationnelle, et puis les offres d'emploi. Les offres d'emploi, ça un peu plus largement sur le sujet prospection. C'est quelque chose qui est sous-estimé, que je conseille beaucoup à nos clients. Pourquoi ? Parce que c'est très instructif. On connaît les projets de l'entreprise à terme, c'est-à-dire sur quoi ils vont se développer. Ça peut permettre de connaître aussi le parc informatique, c'est-à-dire quels logiciels sont utilisés. On va demander des compétences sur tel logiciel, ou éventuellement, quand on est sur des profils un peu plus industriels, ça va être quel parc machine. Donc c'est très indiscret, les offres d'emploi. Ça permet de très bien connaître son prospect, de savoir ce qui se trame dans les mois à venir, et donc du coup d'être pertinent dans l'approche commerciale. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un discours stéréotypé, auto-centré sur les grandes forces de notre produit, de notre société. C'est tout de suite, ça va permettre de s'intéresser à l'interlocuteur, et donc d'être plus performant, de mieux transformer sur de la prise de rendez-vous. Okay. J'ajouterais sur les signaux d'affaires, on peut beaucoup les utiliser en prospection évidemment pour identifier des opportunités, et puis également sur le parc client. Sur le parc client, ça permet aussi, il y a la prospection, hein, mais sur un client de ne pas perdre des clients. Parler d'anciens clients, avant qu'ils deviennent anciens clients, c'est surveiller. Ah, il y a un changement de dirigeant, et il se trouve que c'était vraiment lui avec qui j'avais une bonne relation. Et bien du coup, je vais me présenter tout de suite au nouveau dirigeant. Je ne vais pas laisser mes concurrents bien informés aller faire ce travail-là et me piquer l'affaire, quoi. Juste question peut-être que certains peuvent se poser, pour certains qui ont déjà une base de données, voire un CRM, comment concrètement j'évalue d'abord la qualité de ma base de données, et si j'ai ciblé de nouveaux prospects, comment vous intégrez ces prospects, alors je crois que dans votre métier on parle de dédoublonnage. Vous pouvez nous expliquer concrètement si c'est simple. Oui, c'est très simple. Comme je disais tout à l'heure, quand on commence une relation avec un nouveau client et quand il s'agit d'alimenter un outil de CRM, la première étape, c'est bien sûr d'auditer sa base de données. Donc là, on fait passer sa base de données à la moulinette dans toutes les dimensions, hein, sur les entreprises, sur les individus, et on rend des indicateurs d'obsolescence de la donnée. Et puis, notre capacité derrière à corriger cette donnée et à la compléter. À compléter la donnée déjà présente, mais aussi à la compléter par de la donnée additionnelle au regard du marché du client. À la fois sur le périmètre entreprise, il nous a dessiné. Je vends en grand compte, je vends en PME, je vends dans telle région, etc., etc. Et puis à la fois sur la notion
verticale de décisionnaires, et décisionnaires au pluriel, toujours dans l'optique de couvrir l'ensemble des gens qui participent au cycle de vente. Et donc avec tous ces indicateurs, ça donne généralement à celui qui porte le projet de la data chez notre client un formidable outil pour aller chercher les budgets nécessaires pour aller acheter de la prestation chez nous. C'est aussi quelque chose qui permet à l'entreprise de savoir où j'en suis de ma couverture du marché. C'est très important de savoir est-ce que je connais mes clients, mes prospects. Oui, non, et d'avoir une preuve par l'exemple. Bien cartographier et bien identifier le potentiel chez chacun de ses clients, évidemment, Voilà. et le cycle de décision. Voilà, Louis évoquait un sujet, la mise à jour des données. Là, on était dans une démarche curative. Il y a aussi aujourd'hui une démarche préventive, c'est-à-dire que grâce aux machines, j'aime bien les appeler comme ça, il y a des modules qui vous tiennent à jour parfaitement toute l'information dans votre CRM. C'est-à-dire que vous ne vous occupez pratiquement plus de la donnée, si ce n'est aller renseigner des données clients spécifiques que vos commerciaux vont capter. Mais pour tout ce qui est information légale et financière, aujourd'hui, à l'aide d'API, on est à même de tenir à jour parfaitement toutes les informations dans le CRM. C'est-à-dire qu'on ne se soucie plus de ce sujet-là. C'est un point qui est important parce que pour le coup, à nouveau, il y a un ROI important à attendre. Voilà, tout simplement. Je m'arrête là. Je rajoute juste un point, effectivement, ces connecteurs que nous avons avec les outils CRM du marché sont aussi nécessaires dans l'adoption du CRM par les forces commerciales. Grâce à ces connecteurs, on apporte dans le CRM de la donnée qualifiée, des signaux d'affaires, dans lesquels les forces commerciales trouvent un intérêt au quotidien. Donc, il y a dans ces apports une plus-value à l'adoption du CRM, qui est l'enjeu numéro 1 quand on met en place un CRM, c'est l'adoption numéro 1, l'adoption numéro 2, l'adoption numéro 3. Donc, nous facilitons, à la fois chez Corporama et chez Nomination, ce phénomène d'adoption. C'est déterminant. Alors, on va avancer effectivement sur le sujet. C'est déterminant pour ceux qui souhaitent mettre en place et réussir l'utilisation et l'usage de la prospection et d'un CRM. C'est ça. Et effectivement, d'avoir des contenus pertinents, qualifiés, qui vont aider, faciliter effectivement la prospection des commerciaux et les motiver. Et quand on les a pas, c'est plus compliqué. Exactement. Alors, autre sujet, on va évidemment maintenant parler, puisqu'on a à la fois des outils, on a de l'information, on a des signaux d'affaires, on a LinkedIn pour nous guider dans nos actions de prospection, et c'est évidemment important. Néanmoins, un moment, je crois que c'est Benoît qui l'a dit, il va falloir passer au téléphone, passer sur un exercice que là aussi, généralement, les commerciaux n'aiment pas trop, c'est la prise de rendez-vous. Alors, on va vous donner quelques éléments importants pour réussir cette prospection téléphonique, cette prise de rendez-vous. Et puis, on verra aussi, on pourra compléter aussi Benoît, bien sûr, le face-à-face à réussir aussi en prospection, parce qu'on ne va pas voir évidemment un prospect comme on va voir, comme on visite traditionnellement les clients. Donc, sur la partie phoning, puisqu'on va rentrer dans cette partie-là de prise de rendez-vous, on va évidemment parler d'un argumentaire téléphonique, mais pas que. Il y a à la fois, forcément, comme pour tout, le fond et la forme. Le fond, c'est forcément caler, on va dire, à nos interlocuteurs pour prendre rendez-vous. La plupart du temps, alors, sauf à obtenir des numéros de portable que LinkedIn peut nous apporter, parfois sur des bases hyper qualifiées, nous pourrions avoir des lignes directes ou des portables. On en a 30% de lignes directes. Merci de le préciser, merci Louis. Donc, dans ce cas-là, le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, la partie franchissement de barrage, sera évidemment facilité, et tant mieux. Alors, pour ceux qui, évidemment, sont confrontés au franchissement de barrage, qu'est-ce qu'il faut retenir pour réussir à passer donc, le barrage ? C'est le barrage, je vous rappelle que c'est simplement un filtrage. Nous, commerciaux, on appelle ça barrage, nous barre. Mais simplement, l'assistante ou le standard fait son travail de filtre naturel. Alors, premier élément important quand on est au téléphone, d'abord, en prospection, il faut éviter de se faire repérer comme un prospecteur de base. Et le prospecteur de base, eh bien, il a toujours envie d'en dire beaucoup, il est extrêmement poli,
il dit merci à tous les fins de phrase, s'il vous plaît. Alors, il ne s'agit pas d'être impoli d'ailleurs, au passage, mais il se fait repérer. D'abord, il est souvent hésitant. Il annonce rapidement la couleur qu'on ne se connaît pas et je souhaite présenter, c'est la phrase magique, je souhaite présenter mes activités à Monsieur Dupont. Bon. Évidemment, ce qu'il ne faut jamais faire, donc, en dire le moins possible, mais à la limite, essayez-le, c'est très intéressant. Bonjour, Yann Slotzig pour Benoît Sossereau. Alors là, vraiment, j'en dis le moins possible parce que je n'ai même pas présenté le nom de ma société et je l'ai dit tellement naturellement que les gens peuvent se dire, tiens, ils se connaissent. Contrairement à une version plus hésitante, bonjour, est-ce qu'éventuellement il serait possible de me passer Benoît Sossereau sans trop le déranger. Sans trop le déranger, bien sûr, et s'il est bien sûr disponible, je souhaiterais bien sûr lui présenter ma société qu'il ne connaît pas. Bon, alors là, évidemment, ça va être compliqué, la prospection. Donc, en dire le moins possible, et être surtout, et ça c'est la forme très importante, très assurée, vraiment vous appelez comme si vous connaissiez la personne que vous appelez, et aussi comme si on allait vous le passer. C'est aussi fondamental, parce que la plupart des commerciaux prospectent en disant, bon, de toute façon, je vais me faire bâcher, ça va pas marcher, je vais perdre mon temps, et puis en plus, ils vont être désagréables. Alors là, évidemment, avec cet état d'esprit-là, ça va moins marcher. Donc voilà, pour en tout cas franchir les barrages, mais là aussi, il faut se préparer, caler un petit peu, séquencer les réponses à mais pourquoi vous l'appelez, à quel sujet, est-ce qu'il ne vous connaît pas, pour éviter d'avoir, hélas, on entend beaucoup, si on se fait repérer, envoyez un mail et puis il vous rappellera quand il sera intéressé. Voilà. Face à l'interlocuteur, si on poursuit, on va quand même essayer d'arriver à passer les barrages. On ne fera jamais 100%, mais on peut optimiser le franchissement de barrage, notamment si on a évidemment les bonnes infos. On va utiliser d'ailleurs, c'est important pour franchir les barrages, d'utiliser. J'appelle Monsieur Sossereau qui vient d'être, je crois, nommé directeur commercial de l'entreprise. Voilà, c'est mieux qu'un appel, je souhaite présenter ma société, plus personnalisé. 3 éléments ensuite face à l'interlocuteur, c'est très important là aussi pour caler un argumentaire. Il faut qu'on prépare 1 ou 2 phrases d'introduction pour introduire pourquoi on souhaite appeler Monsieur Sossereau. Donc là, il faut préparer, et si on a évidemment des informations et des signaux d'affaires, on va les utiliser là aussi. Très important aussi, après ces 2 phrases d'introduction, technique qui fonctionne extrêmement bien, c'est la technique des oui, c'est-à-dire qu'on va aller poser des questions pour aller chercher, c'est très psychologique, le téléphone, pour aller chercher du oui. Vous le savez, la plupart du temps, quand vous appelez quelqu'un, il pense non. Non, c'est pas le moment, c'est pas le temps, j'ai pas le moment, j'ai pas d'argent. Donc, cette logique du non spontané, il va falloir effectivement la tourner et aller chercher, là aussi psychologiquement, du oui. Donc voilà, je vous appelle, donc vous êtes, je crois, le nouveau directeur commercial de l'entreprise Tartampion. Bon, là, je suis à peu près sûr si l'info est bonne, elle sera bonne. Effectivement, je suis à peu près sûr d'avoir un oui. Vous êtes évidemment, dans cette période qui est la nôtre, soucieux de dynamiser vos commerciaux autour de la prospection, qui est un sujet évidemment important. Voilà, a priori, je pense que je vais obtenir un oui. Et c'est un sujet important sur lequel vous souhaitez vous faire aider. Bon, voilà, il se trouve que c'est notre métier. Et ces sujets-là, d'ailleurs, on va les retrouver un peu chez nous dans ces fameux signaux d'affaires et dans cette actualité. Le directeur commercial dont tu parles, il est intervenu dans une conférence sur un sujet donné. C'est souvent révélateur de sa stratégie à venir ou actuelle. Donc, il faut s'en servir effectivement dans ses argumentaires téléphoniques pour taper juste. J'ai vu au travers d'une conférence où je vous ai vu d'ailleurs intervenir sur le développement d'un nouveau produit. C'était particulièrement intéressant. Bon, voilà, alors là, je peux avoir là aussi une adhésion. Voilà, donc une technique pour aller effectivement chercher l'adhésion, chercher le oui. Et puis, 3e étape très importante au téléphone, le fameux closing. C'est-à-dire que là, il faut réussir, et c'est extrêmement important. Le closing, c'est évidemment jamais est-ce que, monsieur le client, on pourrait se rencontrer pour évoquer ? Est-ce qu'on pourrait ? Donc la version interrogative conditionnelle. Benoît, là, je pense que ça va être compliqué. Mais c'est plutôt une version affirmative. Donc, en fonction de ce que vous venez de me dire, ce que je vous propose, c'est effectivement
de vous rencontrer pour vous présenter dans le détail la manière dont on pourrait vous aider. Voilà, je suis disponible la semaine prochaine, mardi à 9 h, pour vous rencontrer à vos bureaux. Ça vous va? Voilà, donc un closing très direct, très directif, très simple. Voilà. Est-ce que Benoît, tu voulais sur ce phoning rajouter sur la partie phoning, notamment quand on vient de par LinkedIn, c'est un petit peu différent forcément parce que on a déjà eu un premier contact avec la personne, on n'est plus vraiment sur de l'appel à froid pur, on est plus sur de l'appel un peu plus chaud. Donc on va réutiliser des prétextes classiques du style, bon bah voilà, on a brièvement échangé sur LinkedIn. D'ailleurs, si la personne ne répond pas, mais qu'il y a ses coordonnées sur LinkedIn, qu'on l'a sollicité, qu'on lui a envoyé une invitation, on peut très bien dire, bah voilà, je fais suite à mon message sur LinkedIn. Ce qui permet tout de suite de recaler les choses. La personne ne va pas forcément resituer, ça arrive. Donc ce qu'on fait dans ces cas, voilà, ce que je vous propose, c'est que bah voilà, je vous donne un petit peu de contexte sur pourquoi est-ce que je vous appelle. Et puis après, là, on peut commencer à dérouler effectivement quelque chose, soit dans la même ligne que ce que tu as présenté, soit effectivement utiliser les signaux d'affaires, soit avoir un pitch qui soit très centré sur le client. Moi c'est vrai que j'utilise plutôt cette version-là, en présentant typiquement, voilà, quand je discute avec des dirigeants, voilà, ils me disent que, et puis là je vais lister différentes problématiques pour amener la personne à parler, à se confier sur ces sujets-là et avoir cette discussion. Et après, je vais faire effectivement un closing. Par contre, je suis complètement en phase avec toi. Il faut être assez clair, direct sur l'objectif en prospection téléphonique ou que même suite à une démarche LinkedIn, c'est de placer un rendez-vous. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet objectif. L'objectif, c'est pas de démarrer l'entretien vente. Même si le type il nous dit oui, j'ai un petit peu de temps, là, machin. Non. L'objectif, c'est ça. Parce que si on est en session de phoning, notamment si on veut garder la motivation, garder la bonne énergie, on place les rendez-vous, là on a un succès, on a placé le rendez-vous, bam, et on continue, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Plutôt que de bousiller son créneau, je sais pas, de 8h à 9h, pour commencer un entretien à vente qui finalement, ah ouais, au bout de 35 minutes, non, bah finalement je suis pas intéressé. Et là on a perdu 35 minutes de prospection. Donc effectivement, Benoît, il y a deux logiques, effectivement, prise de rendez-vous. Alors, moi je suis assez partisan, effectivement, d'aller très très vite sur la prise de rendez-vous. Il y a une autre logique que tu peux aussi, qui peut être judicieuse parfois, c'est au travers de ce contact téléphonique, d'aller un peu chercher le besoin du client. Détecter le projet. Détecter un projet, bah, c'est forcément quelques minutes, dizaines de minutes, voire des entretiens un petit peu plus longs. Il peut y avoir ces deux logiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette période qui est la nôtre, la prise de rendez-vous proposée peut être une prise de rendez-vous physique, quand c'est possible. Ça ne l'est pas toujours, mais on peut bien sûr proposer une prise de rendez-vous physique. Mais on peut très bien aussi proposer une prise de rendez-vous visio, téléphone, mais visio, ça fonctionne très très bien, où là, on va, au travers de ce premier entretien de prospection en visio, évidemment, ça s'est beaucoup développé ces derniers temps, eh bien, pouvoir dérouler un entretien qu'on aurait en face à face, mais en visio. Et là, on va rentrer dans l'entretien classique de prospection avec les différentes phases qu'on va découvrir, et on peut donc le faire tout à fait à distance. Alors, pour poursuivre, évidemment, donc pour conclure, évidemment, on a besoin d'un argumentaire téléphonique. Je vois évidemment trop de commerciaux, un peu la fleur au fusil, improvisant des choses et puis souvent bafouillant, hésitant. C'est un petit peu évidemment compliqué. Même chose sur la partie face à face. Un entretien de vente en prospection, c'est un entretien particulier sur lequel il faut se préparer. Alors pour se préparer, on parle de technique de vente, on parle de plan de vente. Alors on ne parle pas de plan de vente appris par cœur, récité, etc. Et même au téléphone, d'ailleurs, attention aux argumentaires téléphoniques qu'on récite, ça c'est la catastrophe. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et en entretien de vente, tout en mettant en avant les éléments de sa personnalité, et c'est important, Benoît parlait d'émotion, néanmoins c'est évidemment extrêmement utile d'avoir un plan de vente. Donc quelles sont les étapes de la vente, alors à la fois en face à face et au téléphone, en visio. Alors je vous délivre un peu ce que nous faisons depuis très longtemps sur ce sujet-là. Quand on démarre un entretien de prospection en face à face ou en visio, on démarre toujours
en tout cas, par 2 minutes de présentation de sa société. Ça veut dire qu'il faut, si vous avez 10 commerciaux, je vois évidemment la plupart du temps, quand j'écoute 10 commerciaux présenter une boîte, il y a 10 présentations différentes. On peut parfois te dire, mais je pense qu'ils ne doivent pas bosser dans la même boîte. C'est étonnant. Donc ça, première chose, c'est évidemment, calez-vous sur 2 minutes de présentation société. Et en 2 minutes, on dit des choses. Hein. Évidemment, deuxième étape, c'est la phase de découverte. Donc évidemment, c'est un prospect qu'on ne connaît pas, même si évidemment on s'est préparé, on est allé sur Internet, on a des outils pour nous alimenter en informations pertinentes avant de faire ce rendez-vous. Mais évidemment, il va falloir poser un certain nombre de questions de découverte, hein, dans le détail de l'activité, et de faire préciser le métier, de faire préciser l'organisation, le qui fait quoi, comment se prennent les décisions, évidemment l'environnement, qui sont leurs clients, sur quel marché ils évoluent, quelle est l'évolution de ce marché. Voilà, donc une phase de découverte extrêmement importante, généralement 10-12 questions clés à poser, ce qui nous permet d'enchaîner vers une présentation, troisième étape, des atouts de l'entreprise et une présentation de l'offre. Là, on peut avoir 4-5 minutes pour un petit peu détailler son offre, produit ou service, et puis surtout, dans cette étape-là, montrer quelle est notre différence, quels sont nos atouts par rapport à nos confrères ou par rapport aux habitudes de ce prospect. Hein, n'oubliez pas, en prospect, évidemment, il ne vous a pas attendu, vous n'y êtes pas, donc ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un ou quelques-uns en place, donc il faut forcément très vite se démarquer, de savoir qu'est-ce que vous apportez de différent par rapport aux solutions en place. Ensuite, évidemment, 60% de la vente, c'est l'étape 4, la fameuse découverte des besoins. Et là, il faut, là aussi, par un jeu de questions, rentrer dans le détail de pourquoi ce prospect aurait besoin de vous. Hein, alors, soit par des insatisfactions, voilà, moi je suis sur LinkedIn, mais effectivement, je n'ai pas trouvé le mode opératoire, j'arrive pas à générer des leads, j'arrive pas à motiver mes commerciaux, effectivement, pour prospecter. Voilà, donc allez identifier des insatisfactions, des problématiques, des dysfonctionnements, ou des besoins ou des projets. Ça peut, hein, on n'est pas toujours sur des éléments négatifs de bugs, on peut aussi être sur des projets. Il y a des gens qui souhaitent créer de nouveaux produits, de nouvelles offres, qu'on va accompagner aussi, bien sûr. Voilà. Cinquième étape, une fois qu'on a évidemment le besoin du client, très simplement, il faut y répondre. Donc ça s'appelle en vente argumentée, présenter sa solution. Généralement, il peut y avoir d'ailleurs une coupure entre la phase 4 et 5, où on vient généralement à partir d'un devis, avec un devis, une proposition argumentée, donc répondre aux besoins du client, illustrer pourquoi on est bien placé pour effectivement répondre à ce besoin. Généralement, on traite les objections. Une place légitime, il n'y a pas de vente sans objection, sinon d'ailleurs c'est un petit peu inquiétant quand il n'y a pas d'objection. Parce qu'on est vraiment avec un décideur, parce qu'un décideur qui n'objecte pas, c'est un peu compliqué. Mon père disait la vente commence quand le client dit non. Ouais, voilà, tout à fait. Donc non, en tout cas, il y a des objections à traiter sur lesquelles il faut s'entraîner là aussi. Et puis, comme au téléphone, évidemment, dernière étape, l'étape du closing, de la conclusion. Et là, alors généralement, les commerciaux sont un peu fébriles, souvent. C'est quand même une problématique qu'ont beaucoup de commerciaux, hein, qui n'arrivent pas pour la plupart à conclure. Tout simplement parce que parfois, ils n'osent pas et ils laissent faire éventuellement le client en pensant que le client va conclure. Sauf que la plupart des temps, le client ne conclut pas. Le client, il veut réfléchir, il veut prendre le temps, il veut consulter la terre entière. Donc, il a plein de raisons de surtout pas conclure. Et donc, c'est le commercial. Alors, il y a évidemment des techniques pour ça qui va rassembler l'ensemble de pourquoi on est d'accord et en quoi vous avez bien répondu aux besoins du client pour effectivement inviter à conclure l'affaire. Voilà un petit peu ces méthodes de vente qui nous permettent évidemment un élément important en prospection, mais dans la vente d'une façon générale, de piloter, donc être vraiment, prendre le manche, hein, souvent on le dit dans les entretiens de vente, et ne pas les subir. Ça veut dire qu'il faut effectivement maîtriser les techniques de vente, sinon effectivement ça va partir un peu à droite à gauche, le client va nous embarquer sur des terrains un petit peu parfois tortueux ou sinueux. Donc la notion de piloter, structurer vos entretiens, parfois ça part un peu aussi à volo, bien écouter évidemment le client, poser les bonnes questions, et puis s'en servir, hein, parce que je vois parfois des commerciaux qui posent des questions mais qui ne servent pas des réponses ou qui n'écoutent pas. Alors c'est pas tout d'écouter, de poser des questions, il faut ensuite les utiliser dans l'entretien de vente, susciter un besoin, parce
que parfois on a besoin, pas simplement de répondre à un besoin, mais de savoir susciter, créer le besoin. Alors, pour des commerciaux déjà un petit peu plus chevronnés, c'est peut-être le plus difficile dans la vente. Et bien sûr, argumenter, négocier et conclure. Voilà pour la partie méthode de vente. On a on conclut, quelques questions auxquelles on peut répondre. Je me tourne vers Maxime. Oui, en effet. Alors, on a quelques questions. Une première question de Lucie qui demande comment créer du lien émotionnel avec un acheteur potentiel que l'on n'a jamais rencontré. Ah, bonne question. C'est toi, Benoît, qui a parlé d'émotion. Ouais, j'ai parlé un peu d'émotion. Donc, alors, le mode opératoire, enfin, il y a plein de possibilités, mais tout dépend si on l'a au téléphone ou pas. En tout cas, si on n'a jamais discuté avec lui, une des premières choses qui peut être intéressante, c'est bien évidemment de l'ajouter sur LinkedIn et avoir une pratique régulière de publier des posts qui vont plutôt être centrés sur notre identité. C'est-à-dire qu'on ne va pas spécialement parler de l'entreprise, mais on va parler vraiment de nous, qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous est arrivé dans la vie qui fait qu'on en est là où on en est, quelles sont notre vision des choses par rapport à un métier, par rapport à une évolution, nos sensibilités. Donc faire des posts qui vont pouvoir, du coup, résonner par effet miroir avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première des choses, mais de manière diffuse, on va dire, pour créer un lien émotionnel. Bien évidemment, si on met un commentaire sous un post de la personne en question, si tant est qu'elle ait publié quelque chose, et ben forcément, on commence à créer une conversation. À partir du moment où on commence à créer une conversation, on commence à créer du lien. Et après, si on est au téléphone, bah, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est l'empathie. Ça veut dire chercher à comprendre ce que ressent l'autre. Ça veut pas dire le ressentir, ça veut pas dire être affecté par ça, ça c'est de la sympathie, mais vraiment d'être sur l'empathie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette personne voit les choses de la manière dont elle me l'explique. Donc ça veut dire souvent aller au-delà de simplement quelque chose qu'elle va dire. Je sais pas, moi, elle nous parle, voilà, aujourd'hui, j'arrive pas à prospecter. Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de juste cette phrase, pas juste se contenter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerciaux qui n'ont pas ce réflexe, quand le prospect donne de l'information, de l'utiliser pour en récupérer un petit peu plus. Ouais, Maxime, d'autres questions? Merci Benoît. Oui, on a une seconde question de Jawad qui nous demande: doit-on privilégier une démarche de prospection téléphonique volumique afin d'avoir le plus de prospects au téléphone quitte à avoir un peu de déchets, ou bien faut-il réduire le taux d'appel pour privilégier une prospection plus ciblée? Alors, forcément, ces messieurs vous ont expliqué qu'il faut cibler, parce que, évidemment, donc c'est de l'entonnoir. Donc, il y a une double réponse. Oui, et on a des outils pour ça, et on vous les a présentés, on pourra les détailler, mais on a des outils pour cibler. Donc, il faut toujours, effectivement, cibler et pas partir tout azimut. Ça, c'est évident. Néanmoins, pour avoir des résultats en termes de prospection, il faut s'abriter quand même sur des volumes. Si vous faites 3 appels par mois, c'est moins bien que 30 par jour. Donc, si vous faites 3 appels par mois, ça va vite se voir quand même. oui, ça va vite se voir. Bon, alors, il faut qu'il soit au maximum 3 rendez-vous. Il faut qu'il soit super bien ciblé et que vous fassiez du 100% sur parce que sinon ça va être plus compliqué. Oui. Thomas parlait de lookalike tout à l'heure, donc dans le ciblage. Il y a une méthode de ciblage pour avoir quand même un petit peu de volume pour faire ces appels téléphoniques. Donc tous les prospects qui ressemblent à vos clients, dans lesquels vous avez obtenu des résultats, ils seront sensibles à la démarche que vous ayez déjà traité les problématiques des sociétés qui leur ressemblent. Donc ça, c'est aussi du ciblage, et 2, un argument téléphonique pour franchir les fameux barrages et avoir le temps de discussion nécessaire avec le décideur. Voilà, il y avait un président américain qui avait dit, je crois que c'est Lincoln, qui avait dit: si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, j'en prendrais 4 pour préparer ma hache. Considérez que le ciblage, c'est la préparation de la hache, en fait. Souvent, on se dit, il faut que je sois dans le volume. En fait, tout va beaucoup se passer par le ciblage en amont, et aller chercher les niches et faire de l'ultra-ciblage pour réduire le taux d'appels sans intérêt vraiment au strict minimum, quoi.
Et pour terminer, de répondre évidemment à la question, on peut aussi élargir. Une des clés du succès, bien sûr, c'est le ciblage, mais c'est aussi, on ne l'a peut-être pas forcément dit, on parle beaucoup d'approche multicanale en prospection. C'est-à-dire qu'une clé, vous nous avez entendu, il n'y a pas une voie royale, un outil ou un moyen à activer. Mais aujourd'hui, moi qui prospecte depuis 25 ans, et Louis aussi en a parlé, c'est plus dur parce qu'aujourd'hui, il faut déployer plus de moyens, plus d'actions, multicanal, utiliser effectivement LinkedIn, incontournable, évidemment avoir un CRM, évidemment avoir, si possible, évidemment de l'information pertinente pour nous guider, savoir poster effectivement, mais même sur un site internet, produire du contenu, peut-être parfois pour certains envoyer de l'information, organiser des opérations d'emailing, bref, multicanal. Il faut que le marketing et les ventes soient alignés, c'est un véritable enjeu de l'entreprise. Le marketing est au service du commerce, il ne faut pas l'oublier. Et quand ces deux-là fonctionnent de pair avec les bons outils, pareil, on est dans le gain de performance et on augmente la capacité de nos commerciaux à pénétrer les comptes qui se transforment en clients. Maxime, c'est bon ? C'est tout bon pour nous, oui. On va conclure. Écoutez, on vous remercie. Alors évidemment, nous sommes à votre disposition. Nous vous ferons passer à l'ensemble des gens qui ont suivi cette conférence, bien sûr, les coordonnées de l'ensemble des intervenants. Il y aura bien sûr possibilité avec l'ensemble des 4 intervenants de poursuivre. On a essayé de vous dresser de façon le plus précise et plus pertinente possible. Mais bien sûr, c'est un démarrage d'un entretien qu'on souhaite avec nous tous. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à vous. Merci Excellente beaucoup. journée. Puis d'ici, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, deuxième conférence sur la partie justement relations commerciales à distance. On se retrouvera aussi, je crois, à 11h30 pour la partie marché public. C'est ça. Et puis un après-midi autour de stratégie digitale, web marketing et puis performance commerciale. En effet. Merci. Merci beaucoup à Maxime. vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. N'hésitez pas en ligne à continuer à poser des questions.